Cet après-midi, je vous raconte celle qui, 8 années durant, a mis sa vie entre parenthèses pour un homme qui n'était pas celui avec qui elle avait choisi de vivre initialement. Et pourtant, la véritable histoire de Céleste Albaret, la servante de Monsieur Proust. Quelle influence Céleste Albaret a-t-elle eue sur l'œuvre de Marcel Proust? Qui a le plus servi l'autre? Quelle fascination exerçait-elle sur lui? Comment a-t-elle œuvré pour la mémoire de l'écrivain de la recherche? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes en 1914 dans le 8e arrondissement de Paris, non loin du quartier de l'Opéra. Un petit bout de femme sort discrètement de l'immeuble situé au 102 du boulevard Haussmann. Elle a 23 ans, le pas alerte d'une jeune fille qui a grandi à la campagne, mais qui semble s'être très vite adaptée à l'effervescence de la capitale. Contrairement aux bourgeoises parisiennes qui se délectent sans limite des produits luxueux des Galeries Lafayette, cette frêle servante a un programme de courses bien précis. Et acheter des bijoux aux galeries n'en fait pas partie. Céleste Albaret, puisque c'est d'elle dont il s'agit, doit revenir rapidement chez son employeur, un homme parfois rude mais au génie incomparable, un certain Marcel Proust. Il ne s'agirait pas pour celle qui vient tout juste de rentrer à son service de commettre un impair. Comme le décrit notre invité Laure Hillerin dans sa biographie, la jeune femme galope ainsi à la demande place du Havre chez Bourbonneux pour les brioches, rue La Boétie chez Latinville qui reste ouvert tard le soir, pour le bûcheron ou un autre entremets au chocolat mais sans pâte, rue de 16 derrière la Madeleine chez Tenrade pour les confitures ou les sirops, chez Rebattet pour les petits fours les meilleurs de Paris selon Jeanne Proust, chez Poirée Blanche pour les glaces, pour les fruits elle doit impérativement aller chez Auger boulevard Haussmann au coin de la rue Roy où elle y choisit des poires, des cerises, des abricots ou des pêches qu'elle lui sert de préférence en compote cuite à petit feu avec beaucoup d'eau et dont il ne prend que le jus. Tout doit être acheté et préparé au dernier moment. S'il a des envies de poisson, elle court chercher une sole d'une livre chez Potin, place Saint-Augustin. Mais seul Prunier, rue Dufaux, est admis à fournir le rouget de Marseille. Le Porto, qu'il offre à ses amis, doit venir de chez Voisin. La bière Pression de chez Lippe, boulevard Saint-Germain. Là, une course en taxi est nécessaire pour en faire remplir des bouteilles d'eau minérale. Plus tard, on ira la chercher au Ritz, qui fournit également le champagne Veuve Clicquot. Bien entendu, toute bouteille débouchée est aussitôt bannie, même si elle a été à peine entamée. Pendant 8 ans, tel sera le quotidien de Céleste Albaret, la servante dévouée, de jour comme de nuit, de Marcel Proust. Un destin hors du commun pour cette fille qui aurait pu ne jamais quitter sa Lozère natale. C'est le 17 mai 1891 qu'Albertine Célestine Gineste voit le jour dans le village d'Auxillac, dans le Massif central. À cette époque, pour celui ou celle qui naît en plein cœur de la campagne française, On manque d'ouvriers spécialisés dans le monde entier. Le métavers peut contribuer à résoudre ce problème. La plateforme de formation en réalité virtuelle de ForgeFX permet aux futurs soudeurs de s'entraîner encore et encore. Ils apprennent ainsi les compétences nécessaires pour débuter et faire évoluer leur carrière. Meta et le métavers ont déjà un impact. Europe 1. 15h, 16h sur Europe 1. Il est difficile de savoir ce qu'on est. À cette hauteur, il est trop seul pour pouvoir se confier. Historiquement vôtre. The successor to the kings and queens of history. Tu me fends le cœur, hein? Oh non, César! Ah, César, tu me fends le cœur! Oh, voilà dans le mystère percé. C'est d'amour qu'il s'agit. Stéphane Bern. bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme chaque jour à 15h et pendant 1 heure. Je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi, parfois en passant sous les radars. Des personnages, mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée, ou des événements marquants, et que j'ai choisi de vous raconter. Cet après-midi, je vous raconte celle qui, 8 années durant, a mis sa vie entre parenthèses pour un homme qui n'était pas celui avec qui elle avait choisi de vivre initialement. Et pourtant, la véritable histoire de Céleste Albaret, la servante de Monsieur Proust. Quelle influence Céleste Albaret a-t-elle eue sur l'œuvre de Marcel Proust? Qui a le plus servi l'autre? Quelle fascination exerçait-elle sur lui? Comment a-t-elle œuvré pour la mémoire de l'écrivain de la recherche? Pour répondre à ces questions et bien d'autres encore, j'ai le plaisir d'accueillir
celle qui lui a consacré une biographie couronnée du prix Geneviève Moll en 2021. Bonjour Laurie Lerain. Bonjour Stéphane. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à faire sortir Céleste Albaret de l'ombre de Marcel Proust ? Je m'intéressais à Céleste depuis très longtemps. J'avais lu son livre quand il était sorti en 1973. Et puis alors, depuis que j'avais eu le prix Céleste Albaret pour la comtesse Greffus, j'avais encore plus de tendresse pour elle. Mais je ne pensais pas du tout qu'on puisse écrire un livre sur elle, parce que je ne pensais pas qu'on trouverait assez de sources. Et ce qui a déclenché cette idée de biographie, c'est qu'en 2019, il y a eu une émission dans laquelle on a ressorti ces interviews qui avaient servi de base à son livre écrit par Pierre Belmont d'après ses enregistrements. Et là, j'ai appris qu'ils étaient conservés à la Bibliothèque nationale et qu'on pouvait, n'importe qui avec une carte de lecteur pouvait venir les écouter. 45 heures d'interview. Alors je me suis précipité à la BNF. J'ai fait des tas de découvertes parce qu'elle dit beaucoup de choses qu'elle n'a pas gardées pour son livre. Et puis ensuite, ça y est, j'étais lancé comme un chien de chasse et dans mon enquête, j'ai trouvé des tas d'autres choses après. Votre livre, À la recherche de Céleste Albaret, l'enquête inédite sur la captive de Marcel Proust, vient de paraître en format poche chez Flammarion. On va continuer à en parler ensemble, Laurie Lerain, juste après mon récit. Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes en 1914 dans le 8e arrondissement de Paris, non loin du quartier de l'Opéra. Un petit bout de femme sort discrètement de l'immeuble situé au 102 du boulevard Haussmann. Elle a 23 ans, le pas alerte d'une jeune fille qui a grandi à la campagne, mais qui semble s'être très vite adaptée à l'effervescence de la capitale. Contrairement aux bourgeoises parisiennes qui se délectent sans limite des produits luxueux des Galeries Lafayette, cette frêle servante a un programme de courses bien précis. Et acheter des bijoux aux galeries n'en fait pas partie. Céleste Albaret, puisque c'est d'elle dont il s'agit, doit revenir rapidement chez son employeur, un homme parfois rude mais au génie incomparable, un certain Marcel Proust. Il ne s'agirait pas pour celle qui vient tout juste de rentrer à son service de commettre un impair. Comme le décrit notre invité Laurie Lerain dans sa biographie, la jeune femme galope ainsi à la demande place du Havre chez Bourbonneux pour les brioches, rue La Boétie chez Latinville qui reste ouvert tard le soir, pour le bûcheron ou un autre entremets au chocolat mais sans pâte, rue de 16 derrière la Madeleine chez Tenrade pour les confitures ou les sirops, chez Rebattet pour les petits fours les meilleurs de Paris selon Jeanne Proust, chez Poirée Blanche pour les glaces, pour les fruits elle doit impérativement aller chez Auger boulevard Haussmann au coin de la rue Roy où elle y choisit des poires, des cerises, des abricots ou des pêches qu'elle lui sert de préférence en compote cuite à petit feu avec beaucoup d'eau et dont il ne prend que le jus. Tout doit être acheté et préparé au dernier moment. S'il a des envies de poisson, elle court chercher une sole d'une livre chez Potin, place Saint-Augustin. Mais seul Prunier, rue Dufaux, est admis à fournir le rouget de Marseille. Le Porto, qu'il offre à ses amis, doit venir de chez Voisin. La bière pression de chez Lippe, boulevard Saint-Germain. Là, une course en taxi est nécessaire pour en faire remplir des bouteilles d'eau minérale. Plus tard, on ira la chercher au Ritz, qui fournit également le champagne Veuve Clicquot. Bien entendu, toute bouteille débouchée est aussitôt bannie, même si elle a été à peine entamée. Pendant 8 ans, tel sera le quotidien de Céleste Albaret, la servante dévouée, de jour comme de nuit, de Marcel Proust. Un destin hors du commun pour cette fille qui aurait pu ne jamais quitter sa Lozère natale. C'est le 17 mai 1891 qu'Albertine Célestine Gineste voit le jour dans le village d'Auxillac, dans le Massif central. À cette époque, pour celui ou celle qui naît en plein cœur de la campagne française, dans une bourgade encerclée de montagnes, sa seule destinée est, dans la majorité des cas, le travail de la terre. C'est en tout cas le lot de la plupart des habitants de la région. Le fossé entre la ville et la campagne est immense. Si l'électricité se répand de plus en plus dans la capitale, à Auxillac, il faut encore attendre 50 ans pour que cette avancée technologique s'invite dans les maisons du village. On n'aime pas beaucoup le changement dans ces contrées. Le changement, c'est l'inconnu, et l'inconnu fait peur. Prenez le maire, Charles Dupont de Ligonnès, en 4 mots. Ce saint homme, d'abord capitaine, puis prélat catholique et enfin évêque de Rodez et Vabre, restera à la tête de la bourgade pendant 54 ans. De 1871 à sa mort en 1925, rien d'étonnant en cette fin de 19e siècle et début 20e, où la religion catholique est intrinsèquement liée à la chose publique. Ainsi,
La religion rythme la vie des habitants d'Auxillac et donc le quotidien de Célestine et de sa famille. Aller à la messe le dimanche, réciter l'Angélus, tels sont les rites immuables qu'accomplissent les gynestes depuis des générations. Célestine et ses 7 frères et sœurs ne sont en revanche pas logés à la même enseigne que beaucoup de miséreux du village. Eux ont la chance d'être les descendants d'une famille de propriétaires cultivateurs. Dans leur ferme, 15 vaches laitières permettent de nourrir toutes les bouches, tout comme les fruits et légumes qui poussent sur les terres familiales. Nombreux sont les employés sur le domaine. Quelques années plus tard, Marcel Proust se nourrira, lui, non pas des cultures locales, mais du tableau champêtre, pour ne pas dire rustique, qu'offre l'enfance de sa servante Céleste pour ses livres. Pour le moment, Céleste, qui prend très tôt ce nom dans sa vie pour ne pas être confondue avec sa maman Célestine, mène une existence relativement paisible dans sa Lozère. Très proche de Célestine, justement, elle lui emprunte son esprit protecteur pour ne plus jamais s'en défaire. Céleste est maternelle, enveloppante, rassurante. Ses frères, notamment, savourent chaque jour cette écoute et cette envie de protéger innée chez leur sœur. Une qualité qu'elle mettra au service de Marcel Proust pendant 8 ans, et bien plus encore après sa mort, en conservant sa mémoire. Leur première rencontre n'est cependant pas comme on aurait pu s'y attendre, ou plutôt comme Céleste l'a raconté à maintes reprises. En effet, l'ancienne gouvernante, des décennies après le trépas de Marcel Proust, se remémorera la célèbre anecdote du télégramme. Nous sommes le dimanche 28 mars 1913. Céleste a accepté de devenir la femme d'Odilon Albaret, un lointain cousin devenu chauffeur de taxi à Paris. Ainsi, d'après la légende, alors qu'ils s'apprêtaient à échanger leurs vœux, le facteur du village aurait surgi dans l'église, interrompu la cérémonie et transmis un télégramme de Marcel Proust félicitant les jeunes mariés. Toutes mes félicitations, je ne vous écris pas plus longuement parce que j'ai pris la grippe et suis fatigué, mais je fais des vœux de tout mon cœur pour votre bonheur et celui des vôtres. Signé Marcel Proust. Le romantisme est à son paroxysme, mais la mémoire fait défaut à Céleste, car si ce télégramme est bien réel, il n'est pas arrivé le jour des noces, mais 4 jours plus tard. Mais qu'importe. Que Marcel Proust, cloîtré dans sa chambre, ait pris la peine d'envoyer un message de félicitations à son chauffeur est à peine croyable, lui qui sait se montrer habituellement distant, voire ingrat, avec ceux qui l'entourent. Odilon est touché, Céleste intriguée. Oui, son mari lui a bien parlé de ce bon client, mais un mystère entoure la personnalité de cet écrivain. Il est malade, lui a révélé Odilon. Il s'enferme des jours entiers dans sa chambre pour dormir ou lire et émerge véritablement en fin d'après-midi. C'est un oiseau de nuit. Quel est donc cet homme qui passe son temps à écrire, reclus dans son appartement parisien ? Pour Céleste, qui a certes fréquenté l'école, mais juste assez pour apprendre à lire et écrire, ne pas se lever tôt et s'astreindre à un rythme de travail cadencé et soutenu, c'est plus que déroutant. Cependant, la jeune femme d'à peine 22 ans est discrète et ne cherche pas à en savoir davantage. Sa priorité est de débuter sa nouvelle vie d'épouse. Au revoir donc Auxillac, sa famille et ses vertes vallées. Bonjour Paris, son brouhaha et sa saleté. Son frère l'a prévenu. Tu verras, à Paris, la nourriture est mauvaise. Mais en 1913, les dames n'ont pas le choix. Une fois la bague au doigt, elles doivent suivre leur mari. Céleste quitte sa Lozère natale, direction la capitale. C'est là-bas qu'elle va enfin rencontrer pour de vrai Monsieur Proust. Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait à Paris que Céleste et Odilon posent leurs valises. Le couple habite une ville limitrophe, Levallois-Perret. Odilon Albaret ne l'a pas choisi par hasard. Levallois-Perret est réputé pour ses constructeurs automobiles. Une aubaine pour ce chauffeur qui n'appartient à aucune société de taxi et est fier d'être son propre patron. Ici, les loyers sont moins chers qu'à Paris et surtout, il a dégoté cet appartement situé à côté d'un bar doté d'un téléphone, un appareil indispensable pour que ses clients puissent le contacter dès qu'ils ont besoin d'avoir recours à ses services. Mais très vite dans cet appartement, la jeune femme s'ennuie. Céleste ne trouve pas grand intérêt à cette vie enfermée entre 4 murs. L'air pur d'Auxillac lui manque, sa famille lui manque, ses repères lui manquent. Paris est trop grand, trop sale, trop fatigant. Alors, Céleste erre comme une âme en peine. Elle ne parvient pas à trouver le sommeil. Odilon fait tout pour soulager le mal-être de sa bien-aimée. Il prend du temps sur celui alloué à son travail, lui fait découvrir le Paris qu'il aime, l'opéra, les quais de Seine.
Il reste présent tant qu'il le peut, mais au bout de quelques jours, l'argent se fait plus rare et il doit reprendre du service. C'est décidé, il compte bien annoncer au plus généreux de ses clients, Marcel Proust, qu'il est de nouveau opérationnel. Et s'il lui présentait sa chère et tendre épouse ? 3 kilomètres plus tard, et voilà que le couple attend patiemment dans la cuisine, au premier étage du 102 boulevard Haussmann. C'est dans ce vaste appartement de 5 pièces que vit M. Proust depuis 7 ans. Céleste Albaret s'apprête à rencontrer cet homme dont son mari vante les louanges dès qu'il le peut. Qui se cache donc derrière le télégramme envoyé quelques semaines plus tôt, lors de leur mariage en Lozère? En se présentant au domicile de l'écrivain de 42 ans, Odilon et sa jeune épouse pensaient simplement saluer les domestiques et faire transmettre le message à M. Proust que son chauffeur se tient de nouveau à sa disposition. Quelle n'est donc pas la surprise de la timide Céleste que de voir entrer dans la cuisine le maître des lieux, Marcel Proust en personne. À maintes reprises, celle qui deviendra sa gouvernante et confidente a relaté ses premières secondes. Pour reprendre ses mots, il lui fait impression. De la même taille qu'elle, environ 1m72, il est élancé, mince, à de beaux traits, des dents extrêmement blanches, une mèche de cheveux qui retombe sur son visage, et M. Proust est sobrement habillé d'un veston, pantalon noir et chemise blanche. Céleste ose à peine le regarder. En revanche, elle sent, tandis qu'il s'entretient avec son fidèle chauffeur, que le romancier la passe, elle, au peigne fin. Oui, c'est plus fort que lui. Quand un nouvel être apparaît dans son champ de vision, il le scrute et imagine déjà dans quelle mesure cette rencontre peut donner lieu à la naissance d'un personnage pour l'un de ses ouvrages, et ô combien Céleste décuplera la créativité de l'artiste. Pour le moment, leur rencontre n'a duré que quelques secondes, mais les événements ne tardent pas à se précipiter. Tout d'abord, tandis que son mari conduit de nouveau M. Proust, tantôt dans ses soirées mondaines et tantôt dans des endroits moins protocolaires, de son côté, Céleste déprime encore et toujours. Odilon s'en confie à son patron. M. Proust suggère alors de lui changer les idées en occupant ses longues journées. Si elle a une activité, elle devrait logiquement avoir moins de temps pour ressasser ses idées sombres. Il propose que Céleste entre à son tour à son service, de façon ponctuelle pour commencer. Nous sommes en 1913 et l'auteur s'apprête à sortir ce qui deviendra un best-seller du côté de chez Swann. Et il a besoin de quelqu'un de confiance pour parcourir la capitale et livrer des copies dédicacées de cet ouvrage à ses amis. Ni une ni deux, Céleste accepte la mission que le dandy lui confie. Elle devient ainsi sa courrière. Et elle y prend goût. Elle n'a pas vraiment de contact avec l'écrivain, mais progressivement elle se rapproche du cercle très fermé des personnes qui gravitent autour de lui. Un cercle qui va subitement se réduire en peau de chagrin. En 1914, l'archiduc d'Autriche, François Ferdinand, est assassiné. La guerre éclate et les hommes en état de combattre sont réquisitionnés. Paris se vide. Odilon doit se mettre au service de l'armée dans un premier temps en restant à Paris. Nicolas, le valet de pied de Marcel Proust, est également appelé. Seul M. Proust est exempté. Son asthme sévère l'empêche de pratiquer la moindre activité physique. Qui va donc s'occuper de lui, à votre avis ? Eh bien, Céleste, pardi. Avec son sens inné pour les mots, il convainc la jeune femme de venir s'installer chez lui pour prendre la place temporaire de son valet de pied. Céleste, déjà sous le charme de Marcel Proust, accepte. Mais la nouvelle servante n'emmène pas large. Si les mois qui ont précédé, elle a pu observer les quelques gestes répétés de Nicolas, comme préparer le café de son maître, elle sait qu'elle est une piètre cuisinière, qu'elle ne connaît pas les codes d'une maison ou vit l'un des symboles de l'élite intellectuelle parisienne. Marcel Proust, lui, ne s'embarrasse pas de telles réserves. Il a choisi Céleste bien avant qu'elle n'en prenne conscience. Il sait qu'elle sera parfaite dans ce rôle, un rôle que nulle autre personne n'aurait accepté de tenir, tant les conditions de travail vont se révéler intenables. Oui, car être la gouvernante de M. Proust est plus qu'une mission, c'est un engagement de chaque instant. Céleste Albaret ne sait jamais à quel moment l'écrivain va émerger de son sommeil, mais elle se rend vite compte qu'il n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. Il faut dire qu'il veille tard. Ses sorties peuvent s'éterniser jusqu'au petit matin, et ses levées interviennent essentiellement l'après-midi. Et quand Marcel Proust a ouvert l'œil, Céleste ne doit pas traîner la patte.
Lorsque l'écrivain agite la cloche, elle doit quitter la cuisine et se montrer rapidement à son chevet, souvent avec son café du matin, ou plutôt l'essence de café. L'écrivain n'est pas simplement exigeant, il est rempli de toc. L'origine de son café, par exemple. Il ne peut s'agir que de la marque Corselet. Céleste doit impérativement l'acheter dans une rue du 17e arrondissement, rue de Lévis, tout comme le filtre. Monsieur Proust aime son café moulu très fin, très serré. L'infusion doit se faire très lentement, goutte après goutte. Un rituel immuable et très important pour l'écrivain, car ce breuvage constitue l'essentiel de son alimentation. Parfois, il s'autorise 1 ou 2 croissants. Une fois pleinement réveillé, Monsieur Proust aime rester au lit. Son asthme l'oblige à garder le repos. Dès qu'il a ouvert un œil, Marcel répète le même rituel. La fumigation qui lui permet de combattre sa maladie. Hors de question pour Céleste d'aérer la pièce. Proust affectionne particulièrement de rester cloîtré dans sa chambre avec du liège qui recouvre les murs. Le silence est primordial pour lui et sa créativité. Céleste a donc pour ordre de ne pas lui adresser la parole tant que lui n'a pas pris l'initiative de débuter une conversation. Oui, le début de leur relation professionnelle est courtois certes, mais plutôt distant. Il faut avouer que Céleste est toujours intimidée par l'aura de l'écrivain, mais encore une fois, le destin va les rapprocher. Avec cette guerre qui débute, Marcel Proust sort moins et vit mal ce Paris qui se désertifie. Entre d'un côté les hommes qui sont appelés sur le front à combattre dans les tranchées sans savoir si le conflit va s'enliser ou prendre fin, et d'un autre côté des familles entières qui regagnent des propriétés en province, Marcel Proust, lui, se sent très seul dans la capitale. Alors, il décide de partir à son tour, de prendre ses quartiers d'été dans une destination qu'il connaît bien et qu'il fréquente régulièrement, Cabourg, sur la côte normande. Et bien évidemment, Céleste fait partie du voyage. Elle, la petite provinciale qui n'avait jamais quitté son village d'Auxillac, se retrouve en moins d'1 an à déménager d'abord à Levallois-Perret, puis sur le très chic boulevard Haussmann à Paris et maintenant dans la station balnéaire de Cabourg. Marcel, Céleste et un certain Ernest, un valet de pied très prétentieux engagé quelques semaines avant, débarquent ainsi en septembre 1914 au Grand Hôtel de Cabourg. L'écrivain y est attendu et reçu avec de nombreuses attentions. Le personnel met à sa disposition, comme à l'accoutumée, la chambre 137, située au dernier étage. Juste au-dessus de l'hôtel, il fait condamner la terrasse sur laquelle les clients aiment se balader et admirer la mer. Marcel Proust tient trop à son calme. « Je ne veux avoir ni voisin, ni personne qui marche sur ma tête. » Céleste, elle, se voit octroyer la chambre qui jouxte celle de son patron. Comme l'établissement ne dispose pas de sonnettes qui communiquent entre les chambres, Marcel Proust donne des coups de canne dans le mur pour lui signifier qu'il a besoin d'elle. Cette proximité physique va les rapprocher amicalement. Marcel et Céleste discutent plus régulièrement. L'écrivain s'enquiert notamment des activités de sa domestique quand il ne la sollicite pas. Elle attend et passe son temps libre à coudre. Il lui conseille de s'emparer d'un livre et de s'y plonger. Céleste suit son conseil et découvre Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. « Alors, qu'en avez-vous pensé ?» s'interroge M. Proust. Et Céleste de partager son admiration pour cette Milady qui trouve toujours une tournure pour séduire son monde. Petit à petit, patron et employé se lient d'amitié. Marcel Proust abandonne le très formel madame et appelle désormais sa gouvernante par son prénom, Céleste. Proust se confie même à elle et lui partage son amour pour la Bretagne, pour la pointe du Raz où la mer se déchaîne et offre un spectacle époustouflant, pour Belle-Île-en-Mer où avec son ami et amant Reynaldo Hahn, il rejoignait la diva Sarah Bernard. Il lui promet que bientôt il l'emmènera elle aussi découvrir la Bretagne. Mais pour l'heure, en 1914, Cabourg n'est plus une parenthèse si enchantée, épargnée par la guerre. Le Grand Hôtel est réquisitionné pour être mis au service de l'armée et des blessés du front. Marcel, Céleste et Ernest doivent regagner Paris. Et contre toute attente, la servante passionnée de couture va avoir un réel impact dans le processus de création de son écrivain de patron. Savez-vous ce que sont les railleries et autres paperolles ? Quand Céleste entre au service de Marcel Proust, il relit les épreuves de son monument à la recherche du temps perdu, mais il peine à y faire figurer ses annotations. Que faire quand il ne trouve plus de place ?
La pragmatique Céleste lui suggère donc de fabriquer des languettes, des morceaux de papier sur lesquels l'auteur indique toutes ses corrections. C'est sa servante qui sera en charge de les replier en accordéon, les coller habilement pour qu'ils ne dépassent pas du manuscrit. Grâce à cette ingénieuse idée, Marcel Proust peut ainsi gagner en temps et en organisation. Dans son livre La Recherche, l'auteur évoque le mot de paperole qu'il place dans la bouche de Françoise, personnage très similaire à sa Céleste. Et puis, parce qu'à force de vivre de ma vie, elle s'était fait du travail littéraire une sorte de compréhension instinctive, plus juste que celle de bien des gens intelligents, à plus forte raison que celle des gens bêtes. Pendant 8 années, Céleste Albaret a mis sa vie entre parenthèses pour se consacrer à celle de Marcel Proust. Acceptant de vivre en total décalage, adoptant le rythme nocturne de son patron, attendant des heures qu'il se réveille enfin. Elle refuse même de donner la vie, tant qu'elle travaille pour M. Proust. Pendant 50 ans, elle gardera pour elle cette relation particulière avec ce génie des beaux. Et puis, à plus de 80 ans, elle accepte de se confier au micro du journaliste Georges Belmont. Des enregistrements sonores rares qui nous font découvrir un Marcel Proust sous un autre jour et nous font mieux comprendre la relation qui l'unissait à son employé, puisque c'est elle qui en parle le mieux. Écoutez. J'ai jamais eu une vie si heureuse que chez Proust, parce que tout m'enchantait. Et je suis venue que j'avais un culte véritable pour lui, et en même temps, j'avais une espèce de sollicitude, un désir d'aller au-devant de ce qui lui faisait plaisir. Vous savez, je le suivais tellement que j'étais emprise dans cette affaire, et alors il me trouvait commode, évidemment. Europe 1, historiquement vôtre. Laure Hillerin, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Céleste Albaret vouait un culte à Marcel Proust, ce sont les mots que l'on vient d'entendre. Mais la fascination que l'écrivain exerçait sur elle était réciproque. C'est ce que vous nous expliquez dans votre biographie. Qu'est-ce qui intriguait Proust en elle, selon vous ? Eh bien, Proust était un être d'instinct. Comme vous l'avez très bien dit, il avait un véritable talent pour radiographier les gens jusqu'au fond d'eux-mêmes. Et dès qu'il a vu Céleste, là où les autres auraient vu une petite paysanne mal fagotée et ficelée de timidité, lui, il a tout de suite vu derrière elle cette femme totalement naturelle, pas gâtée par les civilisations, si on veut, une nature, une droiture. Il venait de publier du côté de chez Swann et il a été fasciné parce qu'il retrouvait en elle l'incarnation de cette aristocratie provinciale, vous savez, qu'il appelait les Français de Saint-André-des-Champs, qu'il avait si bien décrit sous les traits de François. Et donc je suis certaine que d'emblée, il a eu le projet de l'attirer dans ses filets parce qu'il sentait parfaitement que tout ce que pourrait lui apporter d'avoir captive chez lui une femme totalement naturelle, spontanée, instinctive et contre laquelle il pourrait lancer sa pensée et la faire rebondir comme une balle. Évidemment, la guerre lui a facilité les choses, mais Céleste l'avait très bien compris, puisqu'elle avait écrit « Je suis sûre qu'il essayait sur moi ce qu'il écrirait. Je lui provoquais des saillies, comme il provoquait les miennes, parce qu'il aimait bien que je lui renvoie la balle. » Laure Hillerin, votre livre « À la recherche de Céleste Albaret », l'enquête inédite sur la captive de Marcel Proust vient de reparaître. Faire la biographie de cette femme, c'est s'intéresser aux 8 dernières années de la vie de Marcel Proust, mort en 1922 à l'âge de 51 ans. Quand elle arrive à son service en 1914, quelle est la popularité de l'écrivain ? Quelle est sa place sur la scène littéraire parisienne ? Eh bien, à la fin de l'année 1913, quand il sort enfin du côté de chez Swann, sa place est quasiment nulle, puisque son manuscrit a été refusé par 3 éditeurs, dont Gallimard. André Gide trouvait que c'était plein de duchesses, que ça n'avait aucun intérêt. Et donc, il le publie enfin à compte d'auteur chez Grasset. Bon, il a publié d'autres choses dans sa jeunesse. Il a publié Le plaisir et les jours, mais qui n'a absolument pas eu de bonnes critiques et il en a vendu 239 exemplaires en 20 ans, je crois. Donc, voilà. Il avait également publié des traductions de Ruskin, la Bible d'Amiens, Sésame et les Lys, mais c'est très confidentiel. Donc, ce qu'on avait retenu de lui, c'était que c'était un aimable chroniqueur mondain qui faisait des articles très élogieux, voire obséquieux. Il détaillait les belles toilettes des dames. Donc, fin 1913, sa place littéraire est quasiment nulle. En revanche,
au moment où Céleste va vraiment entrer à son service, au moment de la guerre, entre-temps, on commence à parler beaucoup de lui parce que son ouvrage fait du bruit. On le retire plusieurs fois. Il était tiré à 500 exemplaires, on en vend 3000. Et puis on en parle beaucoup à l'étranger également. Et il a des articles très, très élogieux dans la presse, en France, aux États-Unis, un peu partout. Et voilà, tout va changer à ce moment-là. Et d'ailleurs, Gallimard va bientôt se repentir de son refus et récupérer l'édition en 1917. Céleste Albaret et Marcel Proust vont donc partager leur quotidien pendant 8 années. Aussi opposés soient-ils, ils vont passer des heures, des nuits même à discuter. Dans quelle mesure la personnalité de Céleste inspire-t-elle Marcel Proust ? Je parlais de Françoise et vous l'avez mentionné aussi, Laure Hydrin, le personnage de la recherche qui semble emprunter quelques traits à la personnalité de Céleste. Et oui, alors Françoise préexistait puisqu'elle était déjà très présente du côté de chez Swann. Mais ce qui est très amusant, c'est de voir son évolution à partir de l'entrée de Céleste dans la vie de Proust. Voilà. Parce qu'au départ, elle est très rustique. Elle dit boutonnez vite votre paletot, elle égorge des poulets. Et voilà, elle est extrêmement rustique et le jeune narrateur enfant trouve que vraiment elle a un parler très vulgaire, qu'elle n'a pas de plumet à son chapeau. Mais avec Céleste a un langage beaucoup plus châtié et un plumet à son chapeau. et donc, il va découvrir en elle ce qu'il appellera le génie linguistique à l'état pur, à l'état vivant, l'avenir et le passé du français. Parce que l'avenir, parce qu'elle invente des mots, elle dit par exemple l'Antoinesse pour parler de la femme d'Antoine, le concierge. Et voilà, il écrit les paroles de Françoise, inspirées d'un sentiment traditionnel local, obéissaient à des règles très anciennes. Et c'est vrai que à l'époque, en Lozère, qui était une région complètement reculée, on parlait encore comme au XVIIe siècle. Céleste avait des tournures que Proust va attribuer dans la bouche de Françoise, et il dit elle parlait comme Madame de Sévigné, comme le duc de Saint-Simon, comme Corneille. Donc Céleste incarnait ce langage désuet qui pour elle était totalement naturel. Voilà, donc et puis alors évidemment, elle a apporté les paperoles d'abord. Elle a apporté les paperoles dont vous avez parlé. Cette fameuse idée, ça a facilité quand même le travail de création de Marcel Proust. C'était une fierté pour elle ? Elle en était très très fière. Alors Proust, il faut reconnaître, il connaît déjà des papiers un peu partout tout autour de ses manuscrits. Mais là où elle a eu cette idée, c'est de les rabouter, l'accordéon. Oui. Voilà. Et la plus longue paperole qui a été exposée à la BNF, elle fait presque 2 mètres de long. Enfin, c'est impressionnant. Du coup, les volumes gonflaient, décuplaient d'épaisseur. Et elle en a été très très fière. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'on continue à appeler ça des paperoles. Mais elle dit bien non, les paperoles, pour elle, c'était des papiers volants. Paperole, ça vole. Oui. Et en vérité, c'était des béquets. Mais c'est le mot de paperole qui est resté. Mais est-ce qu'on sait si Céleste Albaret a lu l'œuvre de Marcel Proust en entier ? Oui, on sait qu'elle en a lu une partie et qu'elle a lu La prisonnière. Et ce qui est très émouvant, c'est qu'elle va chercher un volume à un moment donné et elle en déchiffre une partie à voix haute qui commence par « comme dans les invisibles carnets d'un alchimiste de génie », etc. Elle bute un peu sur les mots, mais elle le lit pour elle. Et en effet, quand on déchiffre les manuscrits, puisqu'on peut avoir les manuscrits en direct à la BNF, on peut les télécharger et on voit qu'à certaines pages, Proust dit « Céleste me dit », etc. Et en effet, par exemple, sur le cahier 59, il dit « Céleste Albaret me dit, ô dignité du ciel reposée sur un lit ». Voilà. Donc elle a pu voir, elle a lu La prisonnière, qui est pourtant pas le volume le plus facile. Non, absolument. Laure Hydrin, quand Marcel Proust meurt en 1922, Céleste Albaret, qui vient de passer 8 années à son service, est inconsolable. Elle est, écrivez-vous, comme apatride, comme déracinée. Lui laisse-t-il quelque chose, un héritage peut-être ? Alors, un héritage spirituel, on peut dire. Oui. Parce qu'il l'avait complètement arraché à son milieu d'origine, donc elle pouvait plus vivre parmi les gens normaux, et voilà. Bon, en ce qui concerne l'héritage matériel, alors là, non, en fait, il ne lui a rien laissé. En fait, il lui avait dit, il faut que je vous laisse absolument quelque chose après ma mort, je vous dois trop, mais aussi il faut que vous travailliez parce que vous êtes neurasthénique. Et il avait demandé conseil à son ami Horace Finali, qui lui avait dit, mais si tu la couches sur ton testament, elle va payer 80% d'impôts, donc il faut que tu lui donnes quelque chose.
Et il avait dit devant elle à son frère Robert qu'il voulait lui donner les 70 actions de Royal Dutch qu'il avait retrouvées, qui représentaient à peu près 70 000 francs, c'est-à-dire 90 000 euros à peu près d'aujourd'hui. Mais après la mort de Proust, quand Robert lui a posé la question, est-ce que mon frère avait prévu quelque chose ? Il aurait dû s'en souvenir, puisqu'il l'avait dit. Donc, elle s'est drapée dans sa dignité, et elle a dit non, mais je ne veux rien. Elle avait sa fierté, ce n'était pas une femme à demander l'aumône. Donc, il l'a pris au mot, et Proust s'en était douté, puisqu'il avait dit, après ma mort, vous savez, ma famille vous comblera de compliments et de belles paroles. Et puis, il avait fait un geste en disant, ils oublieront que vous devrez exister après. Donc, elle n'a rien eu, et elle a beaucoup travaillé. Mais justement, comment, avant et après la mort de Marcel Proust, Céleste Albaret, servante venue de Lozère, est-elle considérée par les amis, par l'entourage de Proust ? Elle est l'objet de tous leurs soins, parce qu'elle est la gardienne du temple. Oui. Pour voir Marcel, pour lui parler ou pour lui téléphoner, il faut passer par elle. Et donc, tous ses amis la courtisent, ou ils font antichambre, comme par exemple Sidney Schiff et Violet Schiff, qui passent des heures à discuter avec Céleste en attendant que Proust puisse les recevoir. Mais bon, après, évidemment, ça va changer, parce qu'elle ne fait pas partie de leur vie. Alors, il y a des gens comme Horace Finali ou Madame Strauss qui lui ont dit « Mais si voulez-vous que nous intervenions auprès de Robert pour que vous ayez de quoi vivre ?» Non, elle était beaucoup trop fière. Mais voilà. Elle va faire quoi ? Parce que quand Proust meurt, Céleste Albaret n'a que 31 ans. Quelle va être sa vie ensuite ? Eh bien, ça va être une vie extrêmement laborieuse. Comme ils empruntent avec Dillon pour reprendre le fond d'un hôtel rue des Canettes, mais alors c'est pas la rue des Canettes d'aujourd'hui. C'est un quartier absolument sordide. C'est une maison où il y a 50 chambres, où on héberge des ouvriers et leurs familles qui affluent de toute l'Europe à l'époque pour travailler. Et Céleste et sa fille vivent dans une seule pièce. Sa fille, parce qu'elle a eu une fille, sa fille et son mari vivent dans une seule pièce qui sert de chambre à coucher, de cuisine, de salle à manger, enfin de tout. Et ce qui est intéressant, c'est que là, elle va très vite commencer à réunir un petit cénacle, alors très restreint, mais avec quelques amis de Proust qui viennent la voir. Ensuite, il y a la guerre. Et là, l'hôtel Périclite, ils sont quasiment au bord de la misère. Et elle, à la fin des années 40, elle se décidera enfin à appeler au secours Suzy Bande-Proust, et qui lui fera un geste, qui lui accordera une petite pension, mais elle oublie de l'indexer sur l'inflation qui est de 60%. Évidemment, ça ne va pas durer très longtemps. Et ce qui va les sauver de la misère, c'est que Robert Lemal, docteur Lemal, un des admirateurs de Proust, qui était un proche de Céleste et Odilon, connaissait très bien Maurice Ravel et puis son frère, et c'est grâce à lui, il va persuader Édouard Ravel de le prendre Marie et Céleste à son service pour être les gardiennes du musée, enfin, ce qui est devenu le musée Ravel, mais qui n'était pas encore à Montfort-l'Amaury. Et alors là, Céleste se retrouve quasiment en vitrine, parce que tout le monde sait qu'il suffit de toquer à la porte à partir de 14h, parce qu'elle n'est pas une lève-tôt. Et bien évidemment, elle leur parle de Proust et pas de Ravel. Et comment naît l'idée, alors, en 1973, de rassembler comme ça tous ses souvenirs à plus de 80 ans et d'écrire avec Georges Belmont ses souvenirs, Monsieur Proust? Alors, elle avait été très souvent sollicitée, elle n'avait jamais voulu. Et puis, ce qui a déclenché, c'est qu'il y a un autre écrivain qui était venu la voir en Lozère, qui l'avait enregistré, et sans son autorisation, qui a publié un livre qui s'appelle Céleste. Alors ça n'est pas passé du tout, et elle a décidé de prendre la parole elle-même, et c'est là qu'elle a été interviewée par Belmont, pendant 6 mois. Et comment ce livre a été accueilli lorsqu'il est sorti en 1973 ? Eh bien, écoutez, il a eu pas mal de succès. Il s'est vendu à 80 000 exemplaires en France. Les critiques aux États-Unis, dans le monde entier, ont été excellentes. Mais alors, en France, ça a été beaucoup plus délicat parce qu'il y avait les gardiens de la mémoire de Proust qui ont très très mal pris la chose. Alors, tant qu'elle expliquait comment elle préparait le café, qu'elle lui attachait ses bottines, ça allait. Mais elle était à sa place. Mais ensuite, il ne pouvait pas admettre que Proust ait perdu du temps avec elle, avec une simple servante inculte. Ce sont leurs propres mots. C'est vrai que dans son livre de souvenirs, Céleste Albaret construit la légende dorée de Monsieur Proust. Quelle image elle veut donner de lui ? Vous savez, quand vous avez gardé le souvenir de quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, qui est mort, et que vous y repensez à 50 ans plus tard, c'est une image un peu idéalisée. Hein. Donc elle a canonisé Proust d'une certaine façon, et du coup elle s'est canonisée de la même, par la même occasion. Pour elle, Proust était une espèce de saint laïque, il n'y avait aucun défaut.
pas question de parler de son homosexualité. Elle dit oui, c'est possible, mais je n'en ai jamais rien su. Donc, enfin, il sortait la nuit. C'était pour son œuvre. Il sortait la nuit. Tout ce qu'il faisait, c'était pour nourrir son œuvre. Voilà. Pour le reste, rideau. Oui. Et elle ne